Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Anne-Sophie Nogaret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie et auteure du livre Du mammouth au Titanic, la déséducation nationale aux éditions L'Artilleur. Un livre dans lequel vous avez torpillé l'éducation nationale et dénoncé la chute considérable du niveau des élèves français ces dernières années. Alors, on va commencer cet entretien par l'actualité. Les syndicats de professeurs, vent debout contre la réforme École de la confiance du ministère de l'Éducation nationale, ont provoqué de forts troubles dans le déroulement du bac millésime 2019. Alors, grève des surveillants, grève des notes, rétention de copies. Les élèves sont passés par tous les états. 104 000 d'entre eux ont été convoqués à des rattrapages le 8 juillet qui ont pu voir de nombreux professeurs jouer la carte de la bienveillance et surnoter les élèves de leur propre aveu. Un professeur anonyme qui s'est exprimé dans les colonnes de Valeurs Actuelles a parlé du bac le plus injuste, le plus absurde depuis 1968, un bac soviétique. Alors comment analysez-vous cette situation rocambolesque ? Alors je l'analyse en termes de continuité logique et chronologique. C'est-à-dire que là, on semble découvrir un peu la Lune. En réalité, ce qui se passe là, c'est très clairement l'aboutissement de tout ce qui existe depuis des décennies. Cette bienveillance, soviétique, qui s'exerce, moi, j'ai commencé à enseigner en 95, c'était déjà ça. Donc, voilà. Mais ça vient de loin. Ah, ça vient de très très loin, là, c'est l'aboutissement et j'espère la limite, mais enfin j'ai l'impression que les limites peuvent toujours être reculées d'une certaine façon, mais bon, c'est l'aboutissement vraiment logique, bien qu'un peu kafkaïen dans son apparence, mais c'est l'aboutissement logique des politiques éducatives qui ont été décidées, appliquées depuis des décennies. Voilà, donc le fait que déjà qu'on décide, je ne sais plus en quelle année c'était, mais enfin ça remonte, qu'on décide que 80% d'une classe d'âge doivent avoir le bac, c'est déjà soviétique. C'est déjà de l'ordre un peu plan quinquennal, complètement. Donc voilà, on continue à être dans cette logique-là, sauf que là, la folie de ça commence à se voir médiatiquement. Voilà. Alors, face à la retenue de certaines copies, le ministre de l'Éducation a mis en place une solution technique. Alors, en cas de notes manquantes, celles du contrôle continu ont été prises en compte. Et si la note du bac s'avérait finalement meilleure, c'est celle-là qui était conservée. Alors, selon Colette Denis, qui est parente d'élèves en Seine-Saint-Denis, certains se voient appliquer un régime plus favorable que d'autres. Imaginez le cas de deux élèves d'une même classe avec une moyenne de 16 dans une matière, mais une note de 5 au bac. L'un de ces élèves pourrait être noté 5 et l'autre 16. Cela semble en effet injuste. Peut-on parler de bac à deux vitesses cette année ? Oui, alors en théorie oui, en pratique on sait tous, tous les correcteurs du bac, tous les jurys de bac le savent, tout se bidouille. C'est-à-dire que ce qui se passe pendant les commissions, les jurys en fait, les commissions et les jurys du bac, l'idée c'est que tout le monde ait le bac et qu'il y ait une flopée de mentions. Donc, cette inégalité qui existe théoriquement, effectivement, voilà, soyez bien tranquille qu'en fait, sur place, on va bidouiller, on va nana pour que finalement, voilà, tout le monde s'en sorte de la même façon, c'est-à-dire vers le haut+++. C'est comme quand ils avaient donné, je ne sais plus, il y a quelques années, un sujet de maths en S qui apparemment était très difficile, etc. Donc les élèves étaient en transe. Oui, ça a fait une polémique, effectivement. Voilà, et j'avais dit à mes élèves, avant même qu'ils aient leurs notes, etc., j'avais dit, non mais rassurez-vous, vous serez notés sur 30. Voilà, c'est-à-dire que... l'objectif est toujours le même, c'est que tout le monde ait le bac et que tout le monde ait le bac avec mention, si possible. Voilà. Donc à partir de là, il ne faut pas s'affoler, tout va très bien se passer. Le contrôle continu, justement, va prendre plus d'importance avec la réforme du bac. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que là, pour le coup, alors moi je sais d'avance, et les profs le savent aussi, ce qui va se passer, c'est parce que c'est déjà ce qui se passe en réalité un peu sur le terrain. Ça veut dire qu'il y aura encore davantage de pression exercée sur les profs, sur les proviseurs, par les parents notamment, par les élèves, et que du coup, pour obtenir une forme, on va dire, d'ordre et de tranquillité,
le contrôle continu va faire que tout le monde aura 15. C'est exactement ça qui va se passer. Dans les lycées bourgeois, parce que les parents vont dire, voilà, mon enfant veut faire, je sais pas, Sciences Po, nani nana, enfin, il va passer par un système sélectif, donc ils vont coller la pression pour cette raison-là. Dans les lycées plus populaires, ça se passera sûrement un peu différemment, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément les parents qui vont exercer la pression, ça pourrait être les élèves eux-mêmes, puisqu'ils le font déjà, concrètement, quand on rend une copie, ils viennent négocier après, ouais mais non, nani nana, ça peut être parfois un peu violent, vindicatif. Donc voilà, donc ça, exercer à l'échelle d'un établissement, les profs vont s'auto-censurer, enfin je les connais, les proviseurs et les profs vont s'auto-censurer, donc plutôt que de risquer des situations qui pourraient être un petit peu difficiles, avec des élèves vindicatifs qui viennent réclamer, on va d'emblée en amont calmer l'éventuel problème en surnotant tout le monde. Mais c'est déjà un peu ce qui se passe. Enfin, c'est même déjà ce qui se passe. Donc ça ne fait que légaliser quelque chose. Mais alors par contre là, pour le coup de l'égalité, etc., machin. Enfin là pour le coup c'est une rupture de l'égalité parce que on va cautionner, c'est-à-dire tout le monde aura de bonnes notes, sauf que en réalité, il y aura des différences de niveau incroyables, mais qui seront camouflées. Et qui vont finir par se voir au bout d'un moment. Plus on va avancer dans les études. Oui, voilà, c'est-à-dire ça se verra dans le supérieur, quoique le supérieur, à mon avis, s'aligne de plus en plus sur le secondaire. D'ailleurs, on va supprimer le concours d'entrée à Sciences Po, oui. Vous en parliez tout à l'heure. Et encore plus que les couacs à répétition de ce bac 2019, c'est le niveau des élèves qui me semble être le cœur du sujet. On a plusieurs enseignants qui se sont plaints d'un niveau souvent affligeant d'une bonne partie des copies. C'est notamment le cas de René Chiche, qui est professeur de philosophie, lui aussi comme vous, et qui a témoigné de son désarroi à nos confrères du Figaro. Alors je le cite, « Ce qu'on constate de plus en plus fréquemment depuis quelques années, et que je n'avais pour ma part jamais observé dans de telles proportions, ce sont des lots entiers de copies parfaitement indigentes à tout point de vue, dont il est difficile de distinguer la forme du fond, parce qu'elles sont écrites en un charabia qui emprunte vaguement au français comme à une langue étrangère. » Alors, les mots sont forts, est-ce que vous partagez son constat ? Absolument, absolument. En revanche, c'est pareil. Tout prof qui corrige des élèves pendant l'année, il découvre rien au moment des corrections du bac. Enfin, il sait très bien que les élèves... Moi, je tournais chaque année, je changeais de lycée à peu de choses près, donc j'ai traversé des établissements très différents. Donc, il y a des différences de niveau entre établissements, mais de façon générale, effectivement, le niveau langagier à l'écrit et à l'oral a baissé. Et dans un lycée moyen, voilà, pas en ZEP, mais un lycée moyen. Oui, pas en ZEP, ni dans les beaux quartiers, voilà, le lycée moyen. Voilà, le lycée basique, bon, on va dire. Effectivement, on corrige de toute façon pendant l'année des copies qui ne veulent strictement rien dire, quoi. Donc c'est le travail, en fait, à la limite, c'est même plus tellement d'enseigner la philo, c'est de travailler sur la langue. Et d'essayer de rattraper... Voilà, alors la ponctuation, c'est un truc, en fait, ça existe, hein, parce qu'il y a des copies, on a 0 ponctuation, donc voilà. Les longs tunnels qui, avec des mots, où ça ne veut strictement rien dire, mais ça, c'est devenu, c'est pas la norme, mais c'est devenu l'ordinaire, on va dire. C'est devenu l'ordinaire. Ce qui est exceptionnel, c'est une copie qui veut dire quelque chose. Donc quand on en a une, on est content. Mais ça, on le voit pendant l'année. Et pareil, c'est pas juste là, ces dernières années. Ça fait un moment que c'est comme ça. Et ça vient de loin, ça, parce que quand on n'arrive pas à construire des phrases, des copies, voilà, où René Chiche parle de charabia qui emprunte vaguement au français comme à une langue étrangère, tout ça, ça vient de loin. Il y a eu des problèmes au primaire, il y a eu... Bah oui, oui, nécessairement. Ça veut dire que la formation à l'apprentissage du français n'a pas été faite comme elle aurait dû. Enfin, déjà, rien qu'au niveau de la lecture, bon, je ne vais pas revenir sur les ravages de la méthode globale d'apprentissage de la lecture, mais elle est énormément critiquée. Oui, bah il serait temps, parce que ça fait un moment qu'on sait que ça ne marche pas. Donc c'est ça, moi, que je ne comprends pas, qu'on continue. Enfin bon. Mais ça fait longtemps même que j'ai des élèves en terminale générale qui, quand je leur demande de lire un texte, déchiffrent en réalité. C'est-à-dire ils ne sont pas à l'aise, ils déchiffrent et je vois qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire pour comprendre, il faut qu'ils s'arrêtent de lire, qu'ils relisent, qu'ils réfléchissent. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lecture fluide. On parle de terminale là. Donc on parle de terminale, bien sûr, oui.
Donc il y a eu évidemment, enfin de toute évidence, ça ne peut relever que d'un problème qui remonte effectivement au primaire. On a supprimé tous les exercices répétitifs. Une langue s'apprend par la répétition. Enfin, et surtout le français, qui est une langue très difficile, où les règles sont un petit peu... en fait, il n'y en a pas. Au niveau de l'orthographe, tout au moins, voilà, avec une syntaxe, des conjugaisons qui ne sont pas simples. Donc tout ça ne peut s'apprendre que par la répétition. Moi, mon fils a 23 ans maintenant, mais je voyais ce qu'il faisait quand il était au primaire dans une école centre-ville tout à fait correcte. Voilà, il n'avait jamais dicté, ou quand il avait une dictée, alors c'était une autodictée, donc c'était 2 pauvres lignes qu'il devait apprendre la veille. Voilà, et l'autodictée avait lieu le lendemain, donc évidemment, voilà, il n'y avait pas d'exercice répétitif. On leur expliquait une fois une règle, ils faisaient vaguement un petit exercice, puis pof, ils passaient à autre chose ensuite. Alors que non, tout ça s'acquiert par la répétition. Et en fait, il y a une baisse d'exigence, c'est-à-dire que les profs aussi, on arrive... Enfin, le chantier est tellement abyssal que les profs ont cette idée qu'en fait, tout ça, c'est que de la forme, donc ce n'est pas très grave. Hein, on comprend à peu près ce qu'il veut dire. Ce qui compte, c'est la réflexion. Mais la réflexion sans la forme, elle n'existe pas. Il n'y en a pas, en fait. Mais bon, ils ont très souvent ce cliché-là en tête qui doit remonter, j'imagine, aux années 70, que finalement, tout ça, c'est que de la forme. Donc, que l'orthographe, voilà, c'est un peu dictatorial, les règles de grammaire, etc. Tout ça, ça relève de la domination bourgeoise. Oui, l'atmosphère post-68 a fait beaucoup de mal à l'éducation nationale. Ah, complètement. Et du coup, effectivement, les élèves qui s'expriment mal à l'écrit et aussi à l'oral ne sont jamais repris. On considère que c'est un état de fait. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est à partir de choses qui ne veulent pas dire grand-chose, effectivement, d'essayer de gratter pour trouver un petit sens. Donc moi, j'ai des collègues qui passaient 10 minutes sur une page pour essayer de trouver un sens à quelque chose qui, de toute évidence, n'en avait aucun. Voilà, mais pour pouvoir dire, voilà, donc on en arrive à des absurdités comme ça à partir de cette dissociation qui est faite entre la forme et le fond et ce mépris de la langue française, donc considéré comme quelque chose de trop compliqué, trop dictatorial et voilà, ce qu'il faut privilégier, c'est la pensée de l'élève comme si elle pouvait exister indépendamment de sa façon d'écrire ou de parler en fait. On est dans une sorte d'anti-système coréen. Oui, enfin je ne connais pas de très près le système coréen, mais de ce que j'en sais, oui. Vous m'avez dit que vous aviez reçu des élèves coréens en échange qui hallucinaient de voir comment ça marchait en France. Voilà, oui, c'est une jeune fille qui avait passé quelques semaines dans un lycée où j'enseignais et qui effectivement, alors elle pouvait pas se rendre compte en termes de niveau, mais par contre elle se rendait bien compte en termes de discipline, d'attitude, la façon dont les élèves dans un lycée qui en plus était tout à fait correct aussi, hein, c'était pas ce qui l'avait énormément choqué, ça, c'est la façon dont les élèves parlaient aux profs et se comportaient en classe. Et on voit que de toute façon, la France chute dans les classements PISA, qui sont des classements qui jugent le niveau scolaire par pays. C'est une chute sans fin d'année en année pour nous. Oui. Alors, l'orthographe pose problème avec des élèves qui écrivent baccalauréat O-R-E-A-T ou encore austérité avec un H. Bon, ça c'est pas. Ce qui semble davantage inquiétant, c'est l'incapacité de nombreux élèves à formuler une pensée structurée. Beaucoup d'enseignants dénoncent un vrai charabia. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un mot chiche. C'est ça le plus grave en fait, c'est qu'il n'y a plus de structure dans la pensée. On n'en est plus à des problèmes d'orthographe. Là, ça fait longtemps qu'on a dépassé les problèmes d'orthographe. Enfin, quand on écrit baccalauréat alors qu'on passe le bac oui, mais ça, je dirais ça me paraît totalement fou. Voilà, le pire, c'est la syntaxe, en fait. Oui, c'est ça, voilà. Ce qui les fait qu'ils ne sont incapables de formuler des phrases sensées, des propos sensés, c'est leur absence totale de maîtrise de la syntaxe, en fait. L'orthographe, on peut écrire baccalauréat n'importe comment, mais voilà, si la syntaxe est correcte, on comprend la phrase. Voilà, eux, le problème, c'est que non seulement l'orthographe est extrêmement... c'est un peu comme ils le sentent, mais la syntaxe, c'est la même chose. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas comprendre ce qu'ils écrivent et qu'eux-mêmes, d'ailleurs, même à l'oral, sont totalement incapables d'exprimer une idée. Et on le voit même physiquement, c'est-à-dire, et même les bons élèves, hein, quand ils s'expriment à l'oral... ils interrompent la phrase parce qu'ils sont bloqués justement par leur absence de maîtrise de la syntaxe. Et c'est ouais, non mais je veux dire, non mais genre, ouais, mais je me comprends, voilà.
c'est systématiquement comme ça. Quand c'est pas comme ça, pareil, c'est de l'ordre de l'exception en fait. Donc même à l'oral, pour s'exprimer, dès qu'on sort du langage Jones, machin, en fait, ils sont complètement bloqués, ils ont beaucoup de mal. C'est terrifiant ce que vous racontez. C'est la réalité. Enfin, j'aimerais pouvoir dire autre chose, mais... L'éducation nationale, elle semble dans le déni, d'après ce que vous dites. France Info a recueilli des témoignages de professeurs qui ont dénoncé de graves irrégularités lors du jury du bac. Les chefs de centre, je cite, ont saisi eux-mêmes les notes de contrôle continu, assurait un enseignant. Vous avez vécu ce genre de situation, vous, de l'intérieur. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vu ? L'atmosphère générale, de toute façon, au moment des corrections du bac, des jurys de bac, c'est ça, c'est de donner satisfaction. C'est de remplir le plan quinquennal en fait, c'est d'accomplir le plan quinquennal. Donc tout est fait pour que les notes soient gonflées. Et je me souviens, c'était quoi, il y a peut-être 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Là, c'était catastrophique. C'est-à-dire là, tous les profs de philo, tous les correcteurs sur l'Académie de Rouen en philo étaient complètement défaits, dépités, abattus, en se disant mais on arrivait à des moyennes de 5, 6, et du coup là, la pression elle existe toujours, mais là, alors on nous a bien expliqué qu'en fait, là c'était des littéraires, des classes littéraires. Donc il y a une dame très gentille qui est venue nous expliquer que bon, quand même, c'était embêtant parce que les eux, les terminales scientifiques avaient bien réussi, donc eux avaient des moyennes correctes, que les terminales avaient des moyennes, et que donc il allait falloir réajuster, harmoniser, ce qui n'a aucun sens. C'est complètement débile de dire ça, mais qu'il fallait harmoniser pour qu'il y ait comme ça une forme d'harmonie entre les notes de S et de L. Alors pourquoi, on ne sait pas. Enfin bon, évidemment, l'objectif non avoué, c'était que tout monte et que puisque c'est ça qu'on veut. Et le déni. Voilà. Tout va bien. Les profs qui étaient arrivés, vent debout, etc. Donc moi je me suis exprimée en disant bon écoutez, arrêtez de nous raconter n'importe quoi, c'est très bien de quoi il est question. Je vais donc peut-être arrêter un moment, là c'est peut-être l'occasion de dire non, on maintient les notes qu'on a mises, sachant qu'on s'est déjà autocensuré en amont. Et que là, on aurait mis 5, on a mis 7 pour justement... Là, vous voulez qu'on arrive à 9, 10. Je sais, il faut peut-être arrêter. Et en fait, tous les profs se sont couchés en partant dans une espèce de raisonnement assez sophistique, très acrobatique, mais qui justifiait le fait que oui, ils mettaient 9 à une copie à laquelle ils avaient mis 5 au début. Voilà. Donc, de toute façon, c'est pareil, je pense. C'est pas impossible. Moi, on m'a... Et ça, c'était en 96, je raconte dans le livre. On a changé mes notes, les notes que j'avais mises au bac. Et on me l'a dit, sans aucun... en m'expliquant que j'avais pas le droit, c'était le lycée centre-ville de Rouen, etc. J'avais pas le droit de mettre les notes que j'avais mises à ce public-là. C'est ce que raconte le prof à France Info. Il dit les chefs de centre ont saisi eux-mêmes les notes de contrôle. Mais je pense que c'est un truc qui se pratique. C'est pareil, ça n'a rien de... c'est médiatisé cette année, voilà. Donc, les gens découvrent quelque chose, mais... Moi, c'était la première année où j'étais à Rouen, donc ça devait être en 97. En 97, on m'avait changé mes notes et on me l'a dit. Voilà, on a modifié. J'ai dit, tiens, c'est marrant ça. Et on m'a dit, non, mais on a le droit. On a le droit de le faire. Bon, en gros, on va te faire voir, quoi. Donc, la valeur réelle de l'examen on m'a expliqué en 97 que le contenu d'une copie n'intervenait pas dans sa notation. Oui, effectivement. Il fallait noter par rapport à la moyenne académique. Donc pareil, à partir du moment où il y a cette logique effectivement soviétique. C'est hallucinant. Dans votre livre, vous dites que le niveau il s'est effondré en moins d'une décennie. Comment expliquez-vous cette plongée fulgurante ? Parce qu'on entend souvent parler du fait que le niveau était largement supérieur avant. Il était meilleur il y a 20 ans, mais ceux qui étaient 20 ans avant, ceux qui avaient 20 ans étaient encore meilleurs, etc. On l'entend souvent ça. Et puis c'est vrai que parfois, quand on regarde des copies des années 50, on est hyper halluciné par le niveau. Enfin, c'est littéraire, on se dit que ça s'est pas mal effondré. Mais là, on a l'impression qu'en fait, que ça part de loin, mais que là, ces 10 dernières années, ça a fait comme ça. Comment vous l'expliquez ? L'accélération, en fait, dans la chute de ce niveau. Je pense que ça doit correspondre au croisement de plusieurs facteurs, en fait. Il y a la force d'inertie, de toute façon, dans la mesure où c'est cette dévalorisation, en fait, de la dimension, de l'exigence intellectuelle, de discipline, etc. Elle remonte à il y a longtemps. Donc, il y avait la vieille garde des profs, quand même, qui résistait
comme il pouvait à ça. Je pense que ce qui a dû accélérer le processus, par-delà ces directives ministérielles qui s'exercent toujours, mais c'est sûrement le renouvellement générationnel des profs. C'est-à-dire que moi, j'ai pu voir de jeunes profs arriver, donc, reçus au concours de l'enseignement, CAPES et agrégation, donc pas des contractuels, et d'avoir été effectivement très étonnée. Notamment, je les voyais pendant les corrections de bac, c'est là que je voyais les jeunes recrues, où j'étais quand même assez étonnée par leurs préoccupations, qui étaient toujours des préoccupations strictement formelles. C'est-à-dire que ce sont des gens qui avaient passé un concours quand même sélectif, difficile, etc., et qui posaient des questions du genre, voilà, si le candidat va à la ligne, en terminale L, est-ce qu'on peut lui mettre un point en plus, même si sa copie n'a aucun sens, parce qu'au moins il fait un petit effort, voilà. Donc des réflexes, voilà. Donc je pense que la nouvelle génération, alors pas tous évidemment, mais je pense que de façon générale quand même, la nouvelle génération de profs est très formatée par le pédagogisme, oui, idéologiquement, donc très préoccupés des questions, je sais pas moi, d'écologie, de vivre ensemble, tous ces trucs-là, donc ils ont la tête assez farcie et qui sont des normes pour eux, c'est-à-dire qu'ils sont très choqués quand ils découvrent qu'il existe autre chose, et ce qui d'ailleurs, donc ils sont très idéologisés, très bien pensants, voilà, et je pense que ça n'a pas aidé, parce qu'avant les profs, même avec les consignes qu'on leur donnait, pouvaient encore bricoler, se débrouiller dans leur coin, etc. Là, et je ne parle pas des personnels administratifs, notamment des CPE, qui, elles, sont... je dis elles, parce que ce sont massivement des femmes, sont complètement dans la doxa bien pensante, nunuche. C'est là que je vois que ça a changé, parce que les CPE que j'avais moi quand j'étais au lycée, elles n'étaient pas comme ça. Ah bah là, vous avez eu de la chance. C'était il n'y a pas si longtemps non plus. Parce que statistiquement, moi... c'est quand même le modèle le plus répandu. C'est aller dans la compréhension, la bienveillance, et surtout jamais de conflit avec les élèves, parce que ou alors avec des élèves mais qui seront pas méchants, donc on peut leur taper dessus. Par contre, les autres, on les laisse faire parce qu'ils font un petit peu peur quand même. Il y a une vraie crise d'autorité en fait à l'école. Ah oui, c'est rien de le dire, oui. C'est-à-dire que ce mot-là, il suffit qu'on le prononce. Auprès de ses collègues, auprès des élèves, c'est comme si on disait, je sais pas moi, dictature. C'est le mot autorité est considéré comme il est confondu en fait avec domination. Voilà, c'est-à-dire que maintenant l'autorité s'apparenterait à une domination arbitraire. Donc, et mes élèves sont de plus en plus, parce que moi chaque année j'arrive, j'édicte les règles du jeu dès le premier cours, donc ça, pas le droit, ça, nani, copie par rendu à l'heure, 4 heures de colle, pas de chewing-gum, téléphone confisqué, Donc j'énonce les règles, très simples. Et alors, ils sont de plus en plus, donc il y a quelques années, ils prenaient note. Là, je vois qu'ils sont, ils sont tétanisés. Pour eux, ils n'ont plus l'habitude qu'on leur dise... Mais plus du tout. Et c'est pour ça que je le leur dis, en fait. C'est parce qu'on ne leur dit plus. Donc, eux, c'est pas qu'ils soient méchants, simplement, il y a un déficit. On leur a jamais dit que ça se faisait pas, en fait. Mais c'est la dictature de l'enfant roi, la dictature de l'élève roi. Oui, puis les profs laissent faire. Donc c'est pour ça, il faut leur dire. Et d'ailleurs, quand on leur dit, ils sont complètement tétanisés. Puis après, ils se rendent compte qu'en fait, non seulement c'est pas terrible, mais qu'en plus c'est beaucoup mieux en termes d'ambiance de classe, que c'est beaucoup plus tranquille et que ça roule beaucoup mieux et qu'on travaille beaucoup plus. Donc à la fin de l'année, ils comprennent, mais ils viennent me voir parfois à la fin de l'année en me disant quand vous nous avez dit ça, vous vous rendez pas compte. Alors que je n'ai fait qu'énoncer des règles de vie tout à fait qui n'ont rien d'arbitraire, qui ne sont pas violentes, juste des règles de vie, pour le coup de vivre ensemble. Voilà. Mais l'autorité, non, effectivement, c'est complètement... c'est un concept qui n'a plus cours parce qu'on le confond avec un autre, en fait. L'animateur Thierry Ardisson a déclaré récemment dans Valeurs Actuelles « Quand un patron de chaîne vous répond que ses enfants ont interdiction de regarder les émissions de télé-réalité qu'il diffuse, vous saisissez mieux l'expression « faillite des élites ». Est-ce que vous pensez, comme certains qui dénoncent une anonisation des esprits et le danger des émissions de télé-réalité, que l'appétence de la jeune génération pour des programmes où la culture tient tout sauf une grande place est un véritable problème qui explique en partie aussi la chute du niveau scolaire, la difficulté de s'exprimer ?
Non, enfin, quand j'étais jeune, il y a longtemps, il y avait ce même discours sur la télé. C'est-à-dire, oui, la télé, c'est dramatique, ça va pourrir toute cette génération, etc. La télé d'il y a 20 ans, oui, pas du tout la même, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les émissions de télé-réalité du type Les Anges de la télé-réalité, etc. Enfin, c'est affligeant. Oui, Puis il y a énormément de jeunes qui sont scotchés là-dessus du matin au soir. Oui, alors je pense pas que ce soit... je pense pas que ce soit un des problèmes à valoriser, majeurs, mais je pense qu'il y a d'autres choses, et notamment l'école. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'à partir du moment où l'école ne fait plus son travail, il y a toute la place pour la télé-réalité de ce type-là. Oui, vous voyez le problème à l'envers, vous, en fait. Je trouve que on va pas empêcher les gens on va pas empêcher ces émissions d'exister, on va pas empêcher les gens de regarder la télé. Enfin voilà. Donc pour moi, alors c'est désolant effectivement qu'on en soit là, mais moi je me situe dans le rôle de quelqu'un qui fait partie du service public, c'est-à-dire que le rôle du service public, c'est pas d'aller réglementer ou d'empêcher les gens, réglementer la télé privée, ou d'aller chez les gens dire non, ça tu regardes pas, c'est pas bien. C'est de créer, une espèce de... normalement, le rôle de l'école, c'est ça, c'est d'être un contrepoids à ces choses-là, où là, du coup, on fait pas de la télé-réalité, là, on apprend, et ce qui permet, ce qui, à mon avis, peut faire que les gens soient aussi moins sensibles après à la télé-réalité. Le problème n'est pas là-dedans, parce que je vous dis, même moi, dans les années 80, on nous disait que la télé, vraiment, c'est ça, c'était... Bon, mais ça allait abrutir les masses, etc. Oui, alors c'est vrai, c'est pas faux. Mais voilà, je pense qu'à partir du moment où les enfants, quand même, ils passent 8 heures par jour à l'école, c'est là où ils passent du temps. Et où donc ça devrait être ce lieu-là où justement on leur donne, on leur transmet un savoir intellectuel, historique, littéraire, ce qu'on ne fait plus du tout. Donc voilà. Donc qu'il y a un énorme manque de culture aussi qui est dénoncé par beaucoup de professeurs. De savoir, oui. Enfin, il y a un manque de savoir, mais ça, pour le coup, c'est lié à l'école. Ce que les élèves savaient il y a 15-20 ans dans des milieux très populaires, etc., grâce à l'école, maintenant, ils ne le savent plus du tout. Oui, parce que j'ai regardé les perles du bac, comme chaque année, on a quand même des trucs assez hallucinants. Hein. L'allégorie de la caserne, c'est assez incroyable. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle des quartiers difficiles. Beaucoup de témoignages de professeurs de banlieue à bout circulent, notamment certains arrêtent. J'en ai lu un la dernière fois qui disait qu'il était à bout et qu'il ne pouvait plus exercer son métier dans des conditions normales. Vous racontez notamment l'histoire d'un certain Tahar qui terrorisait un établissement en toute impunité dans votre ouvrage. Un proviseur de lycée d'Atis-Mons dans l'Essonne a été frappé le 8 juillet par 2 élèves recalés du baccalauréat après les oraux de rattrapage. Ils ont menacé de revenir brûler le lycée. Est-ce qu'on peut sauver l'école des banlieues encore en France ou c'est des territoires perdus de la République, comme certains le disent ? Il faudrait une volonté, rien n'est perdu, l'espoir, il faut toujours garder espoir, mais il faudrait une volonté politique, c'est un chantier titanesque en fait. Il faudrait une volonté politique réelle qui remettrait en cause tous les dogmes idéologiques justement qui s'exercent. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Il n'y a pas de raison. C'est un public qui a des particularités, mais où il y a le même potentiel intellectuel qu'ailleurs. Simplement, ce potentiel intellectuel, en fait, très clairement, on ne veut pas le développer. On veut faire... alors, c'est visible dans l'éducation nationale, mais quand on est en ZEP, là, ça saute à la figure. On veut faire de l'occupationnel, de l'animation. Donc ce qui est une forme de mépris, à mon avis. C'est une forme de mépris complète pour ces élèves-là. Alors après, effectivement, il y a des problèmes de violence, etc. Mais justement, moi, mon idée, c'est que la première chose à faire, justement, s'il y avait une réelle volonté politique de s'intéresser au sujet, ce serait déjà de virer cela. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison que des caïds oui, comme celui dont on parlait dans le bouquin. Mais c'est hors de question. Et oui, qu'ils ne peuvent pas les renvoyer, et puis que si on les renvoie, on les balade de lycée en lycée. Parfois, ils reviennent même dans le lycée d'origine. Oui, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, ce public-là existe. Donc, il faut bien en faire quelque chose. Après, moi, je ne sais pas. Mon idée, c'est qu'il faudrait créer des espèces de centres spécifiques pour ces gamins ingérables. À l'américaine.
Je sais pas, je me suis pas penchée sur la question parce que ça ne m'intéresse pas tellement en fait. Mais c'est clair qu'il faut créer des structures spécifiques pour ces élèves-là, mais qu'il est hors de question de laisser contaminer des établissements ou de laisser des élèves qui, eux, sont à leur place au lycée, etc. Oui, parce que c'est terrible pour les élèves qui ont envie d'apprendre et qui arrivent dans des classes où mais ils sont c'est dégoûtés. la zone totale. Il y en a beaucoup qui sont dégoûtés. Il y en a beaucoup qui viennent me parler, une fois que l'année est terminée, qu'ils ont le bac, etc., et qui viennent me dire, ce que je sentais déjà de toute façon pendant l'année, mais de dire, mais on laisse ces gens-là, on laisse ces élèves-là qui sont nuls, qui foutent rien, qui sont jamais là, qui pourrissent la vie de tout le monde quand ils sont là. Parce que celui dont vous parlez, il mettait des baffes aux filles dans les couloirs. Oui, ça va loin. Oui. Plus la violence, est perceptible, et plus ils obtiennent ce qu'ils veulent en fait, puisqu'ils font peur. Ils font peur. Et peut-être que le directeur l'avait pris un peu sous son aile. Tout à fait. C'est une méthode, comme on peut pas. Ils font peur. Il y a toujours cette mauvaise conscience postcoloniale, inconsciente plus ou moins à l'œuvre. Oui, quand même, le pauvre. Qui en fait est une forme de mépris aussi. Donc il y a l'excusisme, oui, non mais voilà, il vient d'une famille, ceci, cela, machin. Donc, comme on ne sait pas quoi en faire, qu'on sait que les virer c'est extrêmement aléatoire, qu'en plus on ne veut pas de problème même à titre personnel, voilà, donc effectivement, on a tout sauf des héros à l'éducation nationale, donc c'est beaucoup plus facile de négocier, de transiger, de devenir copain. Avec l'idée, c'est la politique des grands frères en gros, avec l'idée que comme ça, on neutralise plus ou moins le truc. Voilà, donc c'est très courant. Alors pour conclure cet entretien, dans votre ouvrage, vous attaquiez les professeurs pour qui l'autorité est une oppression. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous décriviez des salles de profs remplies de 68 ards que vous dites être les victimes d'un système qu'ils font tout pour sauver. Dernière question, c'est est-on rentré dans la dictature de l'égalitarisme et du nivellement par le bas pour des raisons politiques? Et si oui, comment on en sort? Vaste programme. Donc la réponse est oui. C'est ce que je disais, à partir du moment où on décide qu'une classe d'âge doit avoir à 80%, et maintenant même à 90%, ça ne veut rien dire. Le bac ne veut plus rien dire. Oui, voilà, mais puis ça se répercute après sur le supérieur. C'est-à-dire que maintenant, bac plus 5, ça ne veut rien dire non plus. En sciences humaines ou même Sciences Po, etc. Moi, j'ai des doutes sur le niveau des élèves qui sont diplômés. Mais donc oui, cet égalitarisme, l'idée que tout le monde doit réussir, ça contredit complètement la réalité et des aptitudes et des désirs des gens. Alors après, comment en sortir ? C'est pareil. Là, il faudrait, remettre en question un dogme idéologique qui est quand même hyper enraciné. C'est-à-dire qu'il y a deux gros mots. Il y a le gros mot autorité, dont j'ai parlé tout à l'heure, et il y a le gros mot sélection. C'est-à-dire que sélectionner, mais c'est pareil, c'est l'horreur. C'est affreux, ça ne peut pas, il ne faut pas. C'est très mal. Donc ça, c'est un présupposé complètement idéologique et qui fait que du coup, la sélection, elle doit s'exercer parce que c'est un mouvement, je dirais, presque naturel, en fait, la sélection. La sélection, comme on la bloque pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire moi, je parle de sélection pas en termes sociaux, évidemment, je parle de sélection en termes de capacité intellectuelle et d'aptitudes diverses, aptitude intellectuelle, aptitude au travail, à l'effort, etc. Donc pour moi, sélection, c'est ça. Évidemment qu'un élève méritant, il doit réussir par rapport à celui qui ne fout rien, et qu'un élève intelligent, c'est normal, c'est compréhensible et logique qu'il réussisse là où un élève plus limité, mais élève limité qui aura d'autres capacités dans d'autres domaines, voilà. Mais on aplatit tout comme ça en faisant de la sélection, c'est presque comme si on tuait ceux qui n'avaient pas le niveau. Donc non, faut mettre tout le monde dans le même sac et faire comme si tout le monde était pareil. C'est un effet pervers en plus, ça, parce que si l'école ne fait plus le boulot qu'elle est censée faire, ça va encore accroître les inégalités sociales, parce que ceux qui viennent d'un milieu favorisé, qui vont avoir accès à l'éducation en dehors de l'école, eux vont pouvoir conserver un bon niveau et arriver à être sélectionnés et à pouvoir faire des études supérieures, etc. Mais celui qui vient d'un milieu ouvrier et qui, à la base, n'a pas accès à la culture de la même manière que quelqu'un qui vient d'un milieu favorisé, lui, il pouvait s'en sortir grâce à une école qui fonctionnait bien, grâce à l'école de la République.
C'était un peu l'idée de l'égalité. Voilà. Mais effectivement, la sélection, quand on veut la supprimer artificiellement pour des raisons idéologiques, de toute façon, elle réapparaît. Et là, pour le coup, d'une façon extrêmement injuste, puisqu'effectivement, c'est la sélection sociale qui s'opère. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que depuis qu'on a supprimé, soi-disant, la sélection, eh bien, en réalité, il y a, alors je ne connais plus les chiffres exacts, mais enfin, il y a beaucoup moins d'enfants d'ouvriers dans les grandes écoles maintenant qu'il n'y en avait dans les années 60. Donc, ça veut bien dire que quand on opère une sélection intellectuelle, eh bien, ça limite la sélection sociale. Enfin, en tout cas, alors, ça ne veut pas dire que tous les fils d'ouvriers vont devenir polytechniciens, oui, bien sûr, mais voilà. Mais au bout du moins qu'ils aient une chance de le devenir. Par contre, quand on supprime la sélection sur des critères intellectuels, d'aptitude, de mérite, etc., eh bien, la sélection réapparaît, mais de façon très injuste, puisqu'effectivement, on est, pour ne plus sélectionner, on est obligé de vider, de toute substance le contenu de l'enseignement, comme ça tout le monde réussit, parce qu'en gros il y a rien à apprendre, il y a rien à faire. Donc on supprime ça, et les enfants effectivement de familles de milieux populaires, etc., qui dans leur famille n'ont pas ce bagage-là, eh bien ne le trouvent plus à l'école. Exactement. Alors par contre, ils peuvent tout à fait avoir bac+5, puisque par exemple ils vont s'inscrire, là j'enquête un peu sur l'enseignement supérieur en sciences humaines, c'est affligeant. Fac de sociaux, etc. Ah ben, ça a même dépassé ça. C'est-à-dire que là, c'est même plus là. C'est-à-dire que même maintenant en philo, où moi j'ai étudié à Paris 1 à Sorbonne, en philo, en lettres, tout a été contaminé par une espèce d'idéologie. Enfin bon, donc ça veut dire maintenant. Je vous réinviterai une fois que vous avez fini votre enquête, parce que c'est intéressant comme sujet. Oui, ça c'est très intéressant. Oui. Mais donc, un élève maintenant de milieu populaire, etc., aura son bac, un bac vide, voilà, s'inscrira ensuite en sciences humaines, voilà, où il aura, pareil, il peut avoir bac+5, etc., mais un diplôme qui ne veut rien dire, qui est complètement dévalorisé. Enfin, voilà, donc effectivement, moi je suis pour la sélection intellectuelle, parce que justement, c'est là que il y a une justice, en fait. Il y a une parce qu'on juge vraiment sur ce que vaut la personne. Quand on supprime cette sélection-là, déjà c'est méprisant, parce que ça revient à penser qu'un enfant de milieu populaire est trop bête d'une certaine façon, donc autant le maintenir là où il est, c'est très bien. Et voilà, et que du coup la sélection après s'exerce là pour le coup vraiment socialement, ce qui est beaucoup plus injuste. Merci beaucoup Anne-Sophie Nogaret d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Mammouth au Titanic, la déséducation nationale aux éditions L'Artilleur. Merci à vous. Merci.